Bonjour à tous, Ronald Pognon, ancien sprinter, membre d'équipe de France. Bienvenue sur le podcast Athlètes mondiaux. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlètes mondiaux, le podcast 100% athlète qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Ronald Pognon, le premier Français à avoir couru le 100 mètres en moins de 10 secondes. C'était en 2005. La même année, Ronald devenait également champion du monde du 4x100 à Helsinki avec l'équipe de France. Bonne écoute. Salut Ronald, bienvenue sur le podcast. Oui, salut. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Tu vas bien ? Ça fait très très longtemps. Je pense que la dernière fois qu'on s'est vu, je pense que ça remonte au championnat de France sur l'île en 2015, je pense. Maintenant que tu le dis, oui. Ouais, je pense, ouais. C'est ta dernière saison ? C'était ma dernière course en club. On avait terminé deuxième ou troisième dans le relais. Ouais. C'était ma dernière course au championnat de France, ouais. Ok. J'étais curieuse de voir comment tu allais te présenter dans l'intro. Parce que c'est vrai que moi, si je devais te présenter en une phrase, je dirais le premier Français sous les 10 secondes sur 100 mètres, mais t'as pas dit ça dans l'intro. Non, parce que maintenant je suis vraiment détaché un peu de la clé. Alors du coup, c'est vrai que on va dire que quand j'étais dans le monde de la clé, c'était ma marque de fabrique, le premier français à savoir des 10 secondes. Et puis maintenant, je suis dans la vie active. Alors du coup, je me présente plus en tant que chef d'entreprise, quand j'ai mes rendez-vous. Mais c'est vrai que la clé, ça fait toujours partie de ma vie. Mais je me présente plus en tant que ancien athlète. Si on me pose la question quand je discute avec les gens à l'extérieur, je vais dire qui je suis. Mais en règle générale, les gens me connaissent plus pour un branch manager dans la finance. Quelqu'un qui va manager des chasseurs de tête, qui va les accompagner dans le recrutement de profils. Bon, ici, on va quand même parler d'athlète, c'est un peu le sujet du Oui. podcast. Je voulais d'abord qu'on parle de tes débuts. Oui. T'étais quel type d'enfant ? Dans la cour de l'école, déjà, tu voulais courir plus vite que les autres ? Ben, l'avantage, c'est que j'ai commencé à pratiquer l'athlétisme sans le savoir, en fait, parce que moi, j'ai grandi en Martinique, j'ai grandi dans les montagnes. Quand j'allais acheter le pain pour ma mère, ben, c'était à 1,5 km. J'étais à pied. Du coup, je faisais de chez moi à la boutique en courant. C'est comme ça que j'ai pris goût du challenge de la clé. Après, j'ai fait un peu de foot, mais très peu de foot quand j'étais au collège. Et puis, je suis tombé amoureux de l'athlétisme en faisant un cross qui est organisé au UNSS dans mon collège. Et puis, c'est à partir de là que j'ai vraiment pris goût à l'athlétisme. C'est marrant le cross parce que j'ai eu une Afitiam sur le podcast et elle a aussi commencé par le cross. Comme quoi le cross mène à tout. Eh oui, c'est vrai que le cross mène à tout, même si que quand j'ai débuté, c'était pas ma prédilection parce que j'ai commencé par le cross, après j'ai fait du 1200 mètres, après j'ai fait un peu de haie. Et puis mon coach me dit bon, tente comme ça un 200 mètres et puis j'ai tenté, puis il a vu que j'avais des capacités de sprinter et puis voilà, c'est comme ça que j'ai vraiment débuté la clé. Et tu regardais aussi l'athlète à la télé ? Oui, beaucoup. Beaucoup parce que, comme je disais précédemment, comme j'habite en Martinique, quand je regardais les meetings, à l'époque, c'était les super grands prix. Ça me permettait de m'évader parce que quand j'ai voulu vraiment faire de la compétition, c'était pas pour représenter l'équipe de France, hein, mais c'était pour partir voyager, c'est-à-dire aller dans des différents pays et courir comme, je me rappelle à l'époque, comme les Atout Boldon, les Frankie Félix, qui partaient de pays en pays. Puis c'était plus ça, mon rêve de m'évader par rapport à l'athlétisme. Ok. T'as aussi fait du 110 à un moment ? Oui. Mais t'es pas resté sur 110. Non, parce qu'en fait, j'ai fait du 110 mètres haies. Alors, du coup, en plus, je suis champion interacadémique. Alors, c'est-à-dire interacadémique, c'est Martinique, Guadeloupe, Guyane. On faisait des championnats UNSS sur les 3 îles. Et j'avais gagné le 110 mètres haies. Je savais pas franchir la haie, mais j'avais la vitesse entre l'intervalle. Et c'est l'année d'après que j'ai vraiment, je suis monté en compétence sur le 200 mètres. Parce que quand j'ai testé le 200 mètres, c'est là que j'ai dit, bon, ben, c'est ma course favorite avec le virage. Quand j'ai vraiment fait du sprint, c'était pour le 200 mètres. Je suis un vrai coureur de deux. Ok. Et ta première sélection en équipe de France, c'était avec le relais 4x100 ? Alors, ma toute première sélection équipe de France jeune, c'était en 2000. C'était à Santiago du Chili. On a fait vice-champion du monde avec Ladji Doucouré, Leslie John, Fabrice Calini et moi-même. Et puis après, ma toute première sélection senior, c'était aux Jeux méditerranéens en 2001 en Tunisie. Ok. C'était la même période avec le 11 septembre qui s'est passé aux États-Unis. C'était mon premier grand bain, c'est les seniors. Et on dit souvent que les premières sélections, elles permettent de prendre de l'expérience. Tu as le souvenir de choses que tu as apprises à l'époque, ou peut-être de choses qui t'ont surpris quand tu es arrivé en équipe de France ? Alors, la chose qui m'a vraiment surpris quand je suis arrivé en équipe de France senior, hein, parce que quand je dis vraiment senior, c'est-à-dire que j'avais intégré le relais.
La première chose qu'on te fait comprendre quand tu es jeune, parce que j'étais vraiment jeune, hein, j'étais en junior 2, ouais, c'est ça, ouais, j'étais junior 2, et que les seniors à l'époque te font comprendre que tu es jeune, reste à ta place. Même si tu vas vite, tu pourras pas participer au relais. Par exemple, le fameux relais d'équipe de France pour les Jeux de Méditerranée. J'avais fait cette année-là, j'étais champion d'Europe junior en 20-80. Voilà, j'allais super vite. Et malgré ça, j'ai pas été retenu parce que j'étais jeune, il fallait laisser la place aux seniors, par exemple. C'est ça qu'on subissait, nous les jeunes, qu'on venait juste d'arriver en sélection. Il fallait se démontrer, il fallait marquer les esprits pour pouvoir prétendre sa place. Tu as fait la même chose après quand toi, tu étais passé de l'autre côté avec les plus jeunes de la génération suivante? Non, pas du tout, parce que moi, je peux te raconter pas mal d'anecdotes, hein. J'ai une anecdote avec Stéphane Cali que j'adore très bien. Mais Stéphane Cali, quand je faisais du relais, des entraînements de relais de témoins avec lui, eh ben, c'était quelqu'un qui va te rentrer dedans pour te montrer si tu dois partir à la marque, tu dois, voilà quoi, c'était pour dire, t'es jeune, mais même si tu vas vite, t'as pas ta place, quoi. Il faut que tu gagnes ta place, quoi. C'est ce genre de choses que nous, les jeunes, on subissait qu'on venait juste d'arriver en équipe de France, quoi. C'est une forme de baptême. Oui, on peut dire ça comme ça. Tu as été champion d'Europe junior du 200 en 2001, donc, et champion Oui. d'Europe espoir du 100 en 2003. Oui. Donc, c'est entre ces deux championnats que tu es passé du 200 au 100. Alors, c'est vrai que en 2001, quand j'ai fait 20-80, déjà, j'étais pas le meilleur à l'époque. C'était Tom Grant, un Anglais qui avait la meilleure perf européenne. Et deuxième, c'était un Belge, Kevin Grant, qui était un ancien perchiste. Et moi, j'avais soit la troisième ou la quatrième. Et puis, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai eu un déclic à Rigosetto. C'est pour ça que j'ai toujours adoré l'Italie, parce que c'était ma première médaille, c'est les juniors. Et puis, c'était la première fois que je montais sur la première boîte, que je représentais la Martinique en équipe de France. C'était sympa, quoi. Le déclic s'est fait là pour le 200. Et l'année d'après, mon entraîneur à l'époque était Jean-Claude Berquet. Il m'a dit, bon, on va faire un peu de 100 mètres pour travailler ma vitesse, en fait. Et c'est à partir de 2003 que j'ai commencé vraiment à gagner du temps rapidement sur le 100 mètres, en battant le champion du monde à Paris, Kim Collins. C'est là que j'ai fait le record de France en Martinique, le record de France espoir sur 100 mètres. Je l'avais battu la première fois là-bas, Kim Collins. Je l'ai rebattu une deuxième fois, c'était au championnat de la Caraïbe. Et puis, Kim Collins a été champion du monde à Paris en 2003. Il y a des courses en particulier qui t'ont fait te dire que tu avais fait le bon choix en passant sur 100 mètres? Oui, 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 bien sûr. Mais parce qu'à la base, le 100 mètres, c'était pas une course que j'aimais. J'aimais pas le 100 mètres parce que j'avais pas de départ. C'est pour ça que j'avais choisi le 200 mètres parce que le 200 mètres, je pouvais rattraper les gens sur la fin. Mais le 100 mètres, je savais pas partir dans les starts. Déjà, mon record perso sur 100 mètres, quand j'étais junior, c'était 11,50. Non, c'était 10,50. Alors, du coup, j'étais vraiment nul, quoi. J'étais vraiment nul. C'est pour ça que j'ai préféré le 200 mètres et j'ai beaucoup travaillé sur le 200 mètres. C'est pour ça que j'ai une grosse marge de progression, que j'ai gagné le championnat d'Europe en 20-80. Et l'année d'après, Jean-Claude Berquet me disait, bon, maintenant, il va falloir qu'on travaille le 100 mètres sérieusement, c'est-à-dire les départs, la mise en action. Du coup, j'ai bouffé des côtes, j'ai couru dans des montées, j'ai tiré des chariots, voilà, ce genre de choses. Et puis, le déclic, c'est arrivé. Tout de suite, je fais le record de France. Après, je cours en 10-13, je cours en 10-12. Je fais les minima pour les championnats du monde à Paris. Après, voilà. Je suis parti sur cette lancée-là, sur le 100 mètres. Et justement, à Paris, tu étais dans le fameux quart de finale c'était l'écart à l'époque, je Ouais, pense. c'était l'écart, ouais, ouais. Avec John Drummond qui fait faux départ et qui veut pas partir, le idle move devenu mythique depuis. Comment t'es resté concentré? Parce que je sais pas combien de temps ça a duré, mais ça a duré un certain temps. Pour moi, c'est la course la plus longue de toute ma carrière. Ça a duré à peu près plus de 45 minutes, hein. Parce que ce fameux Adi Dot Move, j'étais dans le couloir numéro 3 à côté de Dwight Thomas. Asafa Porel était au 2. Asafa Porel, c'est lui qui fait le premier faux départ. Et au couloir 5-6, John Drummond qui fait le second faux départ. C'est en gros ses derniers championnats du monde, alors en individuel. Il voulait pas quitter la course, alors du coup, il demandait l'aide de ses amis américains qui lui est. Du coup, moi, on me demandait le Canadien Nicolas Makrosis qui était dans la course, qui me disait, t'es français, il s'était calmé le public. Et je vois dans l'extérieur, Atou Boldon, qui est au couloir 7, qui est comme un pitbull, parce que c'était son pote d'entraînement qui a fait le faux départ. Sur la course, c'est lui qui gagne la course, Atou Boldon. Mais il était comme un pitbull parce que c'était son compagnon d'entraînement et c'était c'était son meilleur ami. Même lui aussi me disait que c'était une course mythique pour lui aussi, quoi, parce que il voit que son partenaire d'entraînement rate sa course et qu'il est limite meilleur que lui. Alors du coup, voilà, ça l'a vraiment impacté aussi. Mais comment on reste concentré à ce moment-là? Après, c'est une magie parce que j'arrive toujours pas à expliquer. Quand un athlète rentre sur la piste,
je sais pas, on a des œillets, on n'entend plus rien, on essaie de se calmer, on n'a qu'un objectif, c'est d'entendre le coup du pistolet. Même quand il pleut, on sent pas la pluie. Je n'arrive pas à expliquer, mais on est tellement concentré dans ces trucs. Mais c'est vrai qu'à Paris, c'était notre atmosphère. Il fallait que la pression redescende, on devait rester chaud. On avait peur de se blesser parce qu'il y avait 4 tours quand même. Et du coup, bon, voilà, j'ai réussi quand même à me qualifier pour les demi-finales. Mais c'est vrai que c'était très dense, quoi. Il fallait se concentrer, quoi. À l'époque, tu vivais encore en Martinique? Oui, oui, je vivais encore en Martinique parce que j'ai fait toute ma préparation là-bas avec Jean-Claude Berquier. Et du coup, je suis arrivé en métropole en septembre 2003, après les championnats du monde. Ouais. Et pourquoi ce déménagement? J'avais envie de quitter la Martinique pour pouvoir vivre de la clé. Et puis, j'avais deux choix. J'avais le choix numéro un, c'était de partir sur la roulette de John Smith, qui est venu me voir, parce que John Smith, son pari, c'était d'entraîner un Européen à faire moins de 10 secondes. Et puis, avec toutes les histoires de dopage, tout ça, ça m'a fait un peu peur. Du coup, je me suis orienté chez Guy Antanon. Et puis, j'ai signé au club de Montgeron. Et puis, voilà, ça s'est fait rapidement. John Smith, pour ceux qui ne savent pas, donc c'était le fameux HSI aux États-Unis C'est avec ça. Maurice Green et compagnie. Ouais, c'est ça. Et du coup, tout était préparé. Je changeais de sponsor, j'ai passé sur la roulette de Nike. L'entraînement, nutritionniste. J'ai pu discuter avec Maurice Green. Ben, c'était Maurice Green qui était venu me voir pendant les championnats du monde avec Wally Hoguin et Joe Smith. Et puis du coup, voilà, ça s'est fait comme ça en fait. Et donc toi, ça t'a plus fait peur que fait rêver? Ouais. Sinon, je serais déjà parti aux États-Unis en 2000. Parce qu'en fait, en 2000, j'étais champion de la Caraïbe sur 200 mètres à des Carifta Games. Après Aman Panzo, je suis le deuxième Français à gagner une course pendant les Jeux de la Caraïbe. Et du coup, quand tu gagnes cette course, on te donne une bourse pour aller, si on voulait aller s'entraîner aux États-Unis, c'était au Ok. Kansas. Et j'avais déjà refusé, en fait. Voilà. Du coup, si je voulais faire ce saut-là, je l'aurais fait depuis 2000. Est-ce que tu as des regrets sur ta jeunesse? Toute cette période où, forcément, quand on fait de l'athlète de haut niveau, on n'a pas une vie normale. Est-ce que tu as des regrets ou est-ce que tu considères qu'il fallait passer par là? Ben, en même temps, l'athlétisme m'a permis de ce que je suis devenu un homme aujourd'hui parce que ça m'a donné beaucoup de droiture. Mais c'est vrai qu'un jeune à l'époque comme moi qui vit en Martinique, j'ai pas trop de sorties parce que voilà, je me consacrais beaucoup à l'athlétisme. C'est-à-dire que je vais pas dire que j'ai gâché ma jeunesse, mais voilà, le fait de s'amuser, ce genre de choses, ben moi j'ai pas connu ça parce que je partais souvent de la Martinique pour pouvoir faire des meetings en France, des meetings en Europe, parcourir le monde. Et du coup, j'avais déjà une autre vision de vie à comparer à mes potes martiniquais, quoi. Tu as fait les Jeux d'Athènes en 2004, Oui. mais c'est 2005 qui a été la saison un peu révélation pour toi. Déjà, dès la saison en salle, tu as Mhm. fait ce qui était à l'époque le record d'Europe, qui est toujours le record de France. Oui. Donc 6,45 à Karlsruhe. Est-ce que quand tu as fait ce chrono en salle, tu t'es dit que ça allait être la bonne année pour passer sous les 10? Ouais, si, parce que je me rappelle très bien, j'étais le parrain du meeting de Liévin et il y avait Maurice Green, hein. Et je me rappelle toujours de ce fameux, on a fait cette conférence de presse et Maurice Green m'avait confirmé, il m'a dit Ron, si tu cours en 6,45 le 60 mètres, automatiquement tu dois courir le 100 mètres en moins de 9,90. C'était ça, voilà. Moins de 9,90 carrément. Ouais, c'est ça, ouais, parce qu'en fait, quand un athlète court sous les 6,50, automatiquement, il court dans les moins 10 secondes. Ça, c'est sûr. Ok. C'est fait mathématiquement. Voilà. Mais entre 6,45, normalement, je devais courir au-dessous des 9,90. Ouais. Tous ceux qui ont couru dans les 6,45, ils étaient facilement sous les 9,90. Et ton départ s'était amélioré à ce moment-là? Parce que tu disais au début que tu faisais du 200 parce que tu n'étais pas bon au départ, mais pour Ouais. faire 6,45 sur 60, si on n'a pas un bon départ, c'est pas possible. Ouais, ben oui, parce qu'en fait, moi, je suis un perfectionniste, en fait. Mon départ, c'était mon plus gros point de lacune sur le 100 mètres. Ben, ça, j'ai travaillé beaucoup, hein. Comme je dis au début, j'ai bouffé du chariot, j'ai bouffé des côtes, j'ai bouffé du parachute avec Jean-Claude Berquier. Ensuite, en Tanon, on a vraiment trouvé le départ idéal. Et puis, avec la musculation qu'en Tanon m'a permis de gagner en explosivité. Et puis, voilà, tout de suite, voilà, quand je fais 6,45. Alors déjà, au meeting de Mondeville, je courais, ma première sortie, c'était déjà 6,57. Là, j'ai dit, waouh, il y a un truc, j'ai franchi un cap. Et puis après, au meeting de Gand, 6,51, la première fois, j'ai eu le record de France. Et après, à Cacheroux, 6,45. En plus, j'étais très malade à Cacheroux, je me rappelle toujours de ça. Ah. Tu te souviens de tous tes chronos? Oui, toujours. Je me souviens de tous mes chronos, je me souviens de l'atmosphère, parce que moi, je suis quelqu'un, après chaque course, j'avais un petit carnet, j'écrivais mes chronos et j'écrivais la température, les conditions, ce genre de choses, quoi, pour ne pas oublier. Ouais.
OK. C'est très bien des années plus tard pour pouvoir le raconter quand on te pose Et la ouais, question. ouais. Et donc arrivé en juillet 2005, à ce fameux meeting de Lausanne, Ouais. tu sentais que c'était ton jour? Ouais, si, 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 je le sentais vraiment parce que c'est pour ça que j'adore Lausanne parce que à Lausanne, il y a une petite salle d'échauffement, une espèce de petit tunnel à l'intérieur, il fait chaud, il fait super bon. Et je me rappelle, j'avais fait des superbes départs, j'étais super véloce. J'ai dit, waouh, j'ai franchi un cap. Mais ce cap-là, je l'avais déjà franchi la semaine d'avant au meeting de Paris parce que je rate mon départ. Mais vraiment, je rate mon départ et je termine troisième en 10-11. Là, j'ai Mmh. dit, il y a un truc qui va se faire au meeting de Lausanne. Et puis, meeting de Lausanne, je vois que je suis à côté de Michael Frater. Les flashs que j'ai, c'est que je suis devant lui et Michael Frater, c'est un athlète jamaïcain. Pour moi, c'est le meilleur partout au monde. Et je vois qu'aux 10 mètres, aux appuis de 10 mètres, 10, 28, 30 mètres, je suis devant lui. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et l'enchaînement s'est fait. Je suis rentré dans une zone. Je raconte toujours que je suis rentré dans une zone d'un point noir. Je savais pas qu'est-ce qui se passait. J'ai laissé faire. Et puis c'est au moment que j'ai commencé à sentir qu'il y a un truc qui allait pas, c'était les 10 derniers mètres et je commençais à réfléchir et je passe en talon-fesse. Et là, je fais 10, moins de 10 secondes. Mais si j'avais pas fait cette faute, j'aurais fait facile 9,90, ça c'est sûr. Parce que je perds un bon dixième sur les 10 derniers mètres. Mais tu t'es pas laissé déstabiliser quand tu as vu que tu étais devant Frater? Parce que j'ai eu Bruni-Surin sur le podcast Mhm. qui raconte que, je pense que c'était à Barcelone 92, quand il s'est rendu compte à 10, 20, 30 mètres qu'il était Oui. devant, et ça l'a complètement déstabilisé et il a fini Eh quatrième. ben c'est pareil, c'est les 10 derniers mètres que j'ai réalisé que je suis devant Gatlin, le champion olympique, que je suis devant et je vois que ça va tellement vite. Et là, le mode qui était dans ma tête de laisser faire, ben, j'ai commencé à réfléchir et je suis passé en talon face. Et voilà. Ça aurait été 105 mètres, Gatlin il gagnait la course parce que j'ai passé en talon face. Je commençais à chuter. Ouais. Et cette course, elle a changé quoi pour toi Ah après? ben cette course, elle a changé ma vie. Oui. Je te jure, Mathilde, cette course, elle a changé ma vie. C'est-à-dire que la veille du meeting, j'étais en chambre avec Sébastien Denis, athlète équipe de France 110 mètres haies. J'étais en chambre avec lui et le soir du meeting, ma vie elle change complètement. C'est-à-dire que je change de catégorie, j'ai une chambre VIP, j'ai un chauffeur qui me ramène chez moi. Quand j'arrive chez moi à Montgeron, la route elle est bloquée. Mais c'est véridique, la route elle est bloquée. Pourquoi? Parce que France Télévisions voulait faire un direct chez moi. On a fait un direct dans mon jardin. Comme j'habitais dans une sens unique, eh bien, ils ont bloqué la voie. Il y avait la police, les gens me réclamaient. Ça a complètement changé ma vie. Ouais. Parce que, à titre personnel, passer sous les 10, Oui. c'est déjà exceptionnel. Mais là, c'est pas juste toi, c'est un Français qui passe Voilà, sous c'est les 10. ça. C'était le Ouais, premier. c'est ça parce que c'est un Français et je sais pas si tu te rappelles, c'était Paris 2012. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait la campagne des JO de Paris Oui. 2012. Du coup, les gens ont vécu cette course en live à la mairie de Paris. C'était dehors, il y avait plein de stands. Alors du coup, les gens étaient contents quoi parce que les gens faisaient même le pari que si un Français vient de faire moins de 10 secondes, ça peut être un bon signe pour attribuer Paris 2012. Voilà, du coup, il y avait tout un parallèle autour de ça. Et puis c'est vrai que j'étais le premier Français. Tous les athlètes s'entraînaient pour moi, pour ma part, c'était pas moi qui devais le faire. C'était les Daniel Sangouma, c'était les David Patros, c'était les Fabrice Calini, mais pas Ronald Pognon, quoi. Moi, j'étais un coureur de deux. Voilà, et voilà, et c'est arrivé comme ça, quoi. Un coureur de 2 qui avait quand même fait 6,45 en Oui, indoor. c'est ça. Oui, le coureur de 2 il est quand même plutôt rapide, oui. Et le fait d'être le premier Français, c'était un objectif? Oui, 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 parce que pour nous Français, c'était une barrière en fait, c'était notre barrière. Il y avait pas de Français. Tu t'imagines qu'à cette époque-là, j'étais le 46e homme dans le monde à faire moins de 10 secondes. J'étais je crois, le troisième européen. Voilà quoi, c'était quand même quelque chose. J'imagine en 2005, tu rentres dans l'histoire de l'athlétisme français en étant le 46e homme à courir le 100 mètres en moins de 10 secondes. Maintenant, je pense qu'on est à plus de 110, 120 maintenant. J'ai regardé tout à l'heure, Ouais. donc on enregistre le 15 avril 2023, 169. Voilà. Ah, j'ai Tu regardé juste t'imagines, avant, hein, tu ouais, t'imagines. Hein. ouais. Et voilà, après, c'est vrai que cette course, elle a changé ma vie. J'avais un petit contrat d'Adidas qui était vraiment très bas. Ben, ça s'est multiplié par 100, voire par 1000, quoi. Voilà, tout a changé. J'ai entendu dire que c'était allé trop vite, Oui, que trop vite, trop ouais. tôt, trop Ouais, tôt. trop tôt, trop tôt, trop Pourquoi tôt. tu dis ça? Ouais. Parce qu'en fait, à cette époque-là, j'étais le jeune sprinter français qui avait des qualités qui pourraient prétendre quelque chose. Mais si je devais sortir un bouquin sur ma vie, je dirais que voilà, les moins de 10 secondes sont descendus trop tôt. Ouais. Parce qu'en fait, j'étais pas assez mature.
Et puis aussi, il faut dire que voilà, j'étais le premier Français, du coup, la dimension elle change. Mon côté, je faisais de la clé pour du loisir, ben, c'est devenu du pro. Parce que j'avais des sponsors, j'avais beaucoup de sponsors qui m'accompagnaient, du coup, il faut répondre, on a tout un staff autour de soi. Voilà, quand tu te balades dans la rue, ben, tu signes des autographes, ta vie elle change, quoi. Du coup, tu peux péter les plombs rapidement, quoi. Heureusement que j'étais très bien entouré parce que tu peux vite péter les plombs. Et ça, j'aurais dû chercher avant. T'es redescendu sous les 10 après ou c'était la seule fois? Non, c'était la seule fois que j'ai fait moins de 10 secondes, ouais. C'était la seule fois. J'avais fait une fois, mais il y avait trop de vent, mais c'était à l'entraînement. Voilà. Mais sinon, mes meilleurs chronos, c'est 10,02, 10,05, 10,08, 10,06, plein de fois, voilà, ce genre de choses, quoi. Ouais. Mais tu penses que si ça avait été plus tard dans ta carrière, t'aurais pu répéter? Oui, l'année où j'étais vraiment le plus fort extrinsèque niveau rapport poids-puissance, c'est en 2009. J'étais très très fort en 2009. Je me rappelle, je faisais un stage au Portugal, il y avait des Américains, il y avait des Britanniques qui me regardaient courir et disaient Pierre-Jean Vazelle, c'est pas possible parce que je courais, je faisais des 80 mètres sous les 8 secondes, des 150 mètres sous les 15 secondes, voilà quoi, des 120 mètres sous les 12 secondes, voilà, j'allais super vite. Sous les 100 mètres, je cours en 9,75 à l'entraînement. Voilà, c'est pour ça que je dis que j'aurais préféré que ça arrive là, quoi. Mais c'est l'année où je perds ma mère en 2009 et du coup, voilà, tout est parti. Pour revenir en 2005, tu t'es pas arrêté à 6,45 puis 9,99. Tu es aussi champion du monde avec le relais. Mhm. Toi, tu étais en deuxième Oui. position. C'est Ladji Doucouré qui démarre. Lui, il avait gagné le titre sur le 110 Mhm. quelques jours plus tôt. Au moment où on voit le premier qui part, qu'est-ce qu'on pense? Quand on le voit partir et qu'on sait qu'il vient vers soi et qu'on est le prochain à prendre le témoin, qu'est-ce qui se passe dans la tête à Ben, ce en moment-là? fait, tu sais que ce relais-là, j'en ai fait du relais en équipe de France. J'en ai eu des partenaires de relais. Mais on était 4 athlètes qui étaient très soudés. On se connaissait par cœur. C'est-à-dire à Helsinki, on allait manger ensemble. Ladji, le jour de la finale, Ladji m'a dit ajoute 2 pieds parce que je vais arriver vite. On n'a pas respecté les nombres de pieds que les coachs nous ont donnés parce qu'on avait une telle confiance en nous. Ladji m'a dit bon, je vais arriver vite, mes 2 pieds. J'ai dit ben, ok. Et dit je vais arriver super vite, mais avec 2 pieds aussi. Mais pareil, tout a changé. On a changé. Là, tu parles des zones de passage de C'est ça, témoin. ouais, Ouais. ouais, ouais, ces zones-là. On avait une telle confiance entre nous qu'on se connaissait par cœur. Je connaissais Eddie par cœur. Je savais quand donner le témoin pour que Eddie soit plus efficace. Ladji, il savait quand me le donner pour que je puisse avoir le maximum de vitesse. Voilà, parce qu'on se connaissait. On se connaissait. Jemaï Ziti nous a appris pas mal de choses avec Guillaume Tanon, comment s'écouter, comment se faire confiance mutuellement. Et voilà, et ça a apporté ses filles, ça a donné ça. Mais on se connaissait. On se connaissait, on n'était pas jaloux de l'un de l'autre, on se connaissait, on se faisait confiance mutuellement, quoi. Et donc, quand tu vois Ladji partir, Ouais. moi, j'ai jamais fait de relais avec l'équipe de France. Je sais pas ce qu'on ressent au moment où on voit le premier qui En part. fait, on avait une petite guéguerre avec les Trinidad et Tobago parce que c'était notre rival, hein, parce que ils nous ont fait comprendre, voilà quoi. Et quand j'ai vu que Ladji il était à côté du Trinidadien dans la sortie de virage, je me suis dit oh là là, ça va aller très vite. Et puis sur un instant, je suis parti sur la marque, hein, il me l'a donné et puis je me suis battu jusqu'au bout pour transmettre. Et en plus, c'était le 100 mètres lancé que j'ai pu faire le plus rapide. J'ai couru entre 8,75 et 8,72 sur le 100 mètres lancé avec le témoin pour donner à Eddie et on a été super rapide quoi. Eddie il a fait la différence dans le virage parce qu'on gagne vraiment sur la différence dans le virage. Eddie, pour moi, jusqu'à maintenant, pour moi, c'est le meilleur vireur au monde. Hein parce qu'il a fait un virage et puis il a donné à lui Dovi. Et puis voilà, cette course ça a changé notre vie aussi, quoi. Ça a confirmé qui nous étions. Quoi. C'était ta place préférée, la deuxième? Ouais, parce qu'en fait, pour moi, c'est la plus dure et la plus complexe. Le deuxième positionnement, ça fait 120 mètres. Hein. C'est une course qui est très lancée, c'est 100 mètres, mais il y a 2 fois 10 mètres, du coup, ça fait 120 mètres. On mettait le plus fort. Du coup, moi, j'aimais bien la deuxième place. À comparer à l'arrivée, à Londres 2012, je préfère plus la deuxième place. Ouais. Dans quelle mesure t'as ton mot à dire? Comme c'est la ligne opposée, en règle générale, c'est le plus fort qui prend la ligne opposée. En 2005, j'étais le plus fort et puis voilà, je pouvais recevoir rapidement le bâton de la part de l'Adji et donner très bien aussi, très vite. Quoi. Du coup, en règle générale, c'est ça. Et quand on va maintenant, c'était Christophe ou Jimmy Vico. En règle générale, c'est souvent celui qui sprint le plus rapidement qu'on donne cette position. Il y a aussi la dernière place qui fait peut-être envie à beaucoup d'être celui qui fait gagner, entre guillemets, en étant celui qui franchit la ligne. Ben, en fait, si je prends l'exemple de l'an 2012, pour moi,
C'est vrai que ça a une image, mais j'ai pas aimé ce placement, quoi. Pour moi, c'est ma plus mauvaise course dans le relais. Même si on est médaillé plus tard, mais pour moi, c'était pas ma plus belle course, quoi. Helsinki, c'était pour moi une des plus belles courses, ouais. C'est un beau souvenir Ouais. pour beaucoup de gens. En 2006, tu as fait 4e au championnat d'Europe à Göteborg. Il y avait encore 4 tours à l'époque. Je ne sais plus quand ça s'est arrêté, les 4 tours. Oui, il y avait encore 4 tours, ouais. Ça a joué Ah ouais, ça. ouais, ouais, c'est à jouer parce que c'était la plus grande désillusion pour moi parce que pour moi, cette course-là, c'est une course que j'ai pas pu gérer ma gestion d'énergie, de concentration et tout. En plus, comme je dis, j'étais jeune, hein. J'ai beaucoup discuté, par exemple, avec Francis Obicolé quand il m'a battu. Il m'a dit une phrase, il m'a dit, Ronald, pourquoi au deuxième tour, tu cours aussi vite? Au deuxième tour, je cours en 10-13. Je cours en 10-13, lui, il était en 10-40. Il me dit, t'as pas su gérer. Et j'ai fait les 4 tours. J'ai fait 10-13, ensuite j'ai fait 10-10 pour les demi. Ben, arrivé à la finale, j'étais cramé. J'étais mort. Je fais quatrième, je crois en 10-14 ou 10-15, je sais plus, mais j'étais mort. J'avais plus de jus. Et c'est là que j'ai compris que en France, on manque cette gestion de professionnalisme, on manque encore des choses parce que certes, je vais vite, mais il y a des trucs qu'on connaît pas, quoi. Et c'est pour ça que je suis parti avec Pierre-Jean Bazel pour apprendre cette méthode un peu américaine, la gestion de course, le stress, ce genre de choses, quoi. Et qu'est-ce que tu faisais quand tu avais plusieurs tours sur la même journée? En général, il y a combien de temps entre les 2 En courses? général, alors du coup, alors il y avait une course le matin, et puis hop, on rentre, on déjeune, on se recouche un peu, puis on repartait l'après-midi, ouais. Et comment ça se passait cet entre-deux Ben, courses? c'est vrai que entre ces deux courses, en fait, c'est l'attente. C'est l'attente qui est la plus complexe. On avait soit le quart ou les séries le matin, et après l'après-midi, on avait les quarts. Il fallait trouver cette très bonne gestion-là, c'est-à-dire ne pas trop perdre d'énergie, d'aller se reposer, hop, soin kiné, une petite récup pour être en forme en soirée. Nous, les athlètes, on était conditionnés par ça parce qu'on faisait des bi-quotidiens, on s'entraînait, on faisait des stages avant. Alors du coup, on savait qu'on avait 4 tours, quoi. Il fallait être en forme. Maintenant, il y a 3 tours, mais avant les 4 tours, c'était très usant. Il faut être très très fort dans sa gestion de récup. Mais quand tu as un tour le matin, un tour le soir, tu dois te réchauffer complètement, Oui, je bien sûr, suppose. bien sûr. Mais quand tu as genre un meeting où tu as 2 courses, parce que parfois dans certains meetings, il y a demi-finale et finale. Là, quand tu as, je sais pas, 1 heure et demie, 2 heures entre chaque Mhm. course, qu'est-ce que tu fais entre tes 2 courses? Ah ben, en fait, moi, je peux faire plus comme sur les meetings parce qu'en fait, ça, on s'échauffe. Moi, j'écoute de la musique. Moi, je suis un fanat de dancehall, notamment sur la compétition, parce que j'aime bien les trucs qui bougent. J'aime bien les concerts de dancehall avec la batterie, les mélodies, ce genre de choses, pour me maintenir au chaud. Et puis au contraire, parce qu'on sait qu'on a la deuxième course, la première course nous a servi à être bien chaud, à se chauffer, à travailler rapidement sur nos défauts pour pouvoir le transmettre en finale, quoi. Du coup, en règle générale, la deuxième course, on gagne facilement toujours un dixième sur la deuxième course parce qu'on a déjà répété la première course et du coup l'idée c'est une fois qu'on a passé les séries, c'est hop aller s'allonger, mettre ses jambes en l'air, refaire monter son taux de glycogène avec du sucre ou du miel, manger un tout petit peu et puis hop repartir après tout en restant concentré. Ouais. Et donc c'est pas un échauffement, mais juste avant la deuxième course, tu refais Alors, des alors, alors moi, je fais beaucoup de gammes. J'aime bien faire des lignes droites. Moi, je suis quelqu'un un peu comme les Jamaïcains quand ils font des lignes droites, qui font des exos, ce genre de choses. Moi, je fais beaucoup de ce genre de choses pour me mettre en jambe assez rapidement. Beaucoup de travail actif, très, très réactif, notamment au niveau des muscles, notamment de bien préparer ses ischios, ses quadriceps, pour arriver OK. être frais. Tu as eu une blessure en Ouais. 2007? Quand on a des galères comme ça, des déceptions, des galères, est-ce qu'il y a pas un moment où on se dit, «Bon, c'est bon quoi, je passe à autre Ouais. chose»? Ben, 2007, c'était l'année d'Osaka. Je me rappelle, c'était la même période que Salis Diri, il était blessé au niveau du dos avec le javelot. Mmh. On était tous les deux blessés parce qu'on était passionnés tous les deux par la pêche. Je me rappelle, on pêchait sur son étang à Salim. On était tous les deux dans la barquette pendant les championnats du monde. On était tous les deux blessés comme deux galériens. On s'est dit non, 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 non. On s'est dit qu'il faut qu'on fasse des choses pour pouvoir, si demain, assurer nos arrières. Et puis, moi, j'ai repris mes cours. J'ai pris des cours de cuisine. Salim aussi a fait des formations, ce genre de choses. Et là, on s'est pris en main. On s'est dit, c'est vrai, on s'est blessé. Hop, heureusement que 2005 et 2006, on a pu courir pour avoir la fait des meetings parce que tu sais que comme nous, on est un athlète, nous, alors du coup, on est chef d'entreprise, on paie beaucoup d'impôts, on paie l'URSSAF, voilà quoi, la TVA, ce genre de choses, et on s'est dit que non, plus jamais, il faut quand même assurer ses arrières, et puis c'est pour ça qu'on a pris des cours, on a fait des choses. Mais après, j'ai dû me rééduquer parce que
pendant une saison blanche de 2007, on perd tout. Du coup, j'ai dû Mm. réapprendre avec Pierre-Jean, recommencer à zéro. Et puis voilà quoi, j'arrive au meeting de Rieti, je recours en 10-10 et puis c'est reparti. Mais c'était beaucoup de sacrifices. Il y a eu beaucoup de sacrifices. Ouais. Ta blessure, c'était quoi exactement? Alors ma blessure, je me suis blessé au doigt antérieur. J'avais 17 centimètres au doigt antérieur. C'est au niveau des quadriceps. Et la personne qui m'a guéri, que je remercie tout le temps, mais que à chaque fois que je le vois, je le remercie, c'est Vicente Lizarazu qui m'a aidé à rencontrer Wolfgang Müller, le médecin du Bayern de Munich. Et c'est le professeur Wolfgang Müller qui m'a guéri. Chaque fois que je courais, ça faisait fermeture éclair à chaque fois. Et c'est lui seul qui a réussi à trouver la solution et puis qui m'a guéri en 2007. Et c'est là que j'ai pu recommencer la clé. C'était très dur, mais j'ai pu recommencer à recourir. Est-ce que techniquement, ça a changé des choses? Ouais, bien sûr, techniquement, ça a changé beaucoup de choses parce que mon doigt intérieur, c'est un élastique. Et comme le protocole de Wolfgang Müller, c'est avec des injections. Et du coup, comme j'avais 17 centimètres, j'avais perdu l'élasticité, notamment au niveau du quadriceps, notamment au doigt intérieur. Et du coup, je suis revenu à mon meilleur niveau, c'était 10-10, quoi. J'étais à un dixième de mon corps perso. J'étais quand même content parce que même si j'avais perdu cette élasticité, ben, j'ai quand même pu revenir à un bon chrono. Ok. Tu parlais des Jeux de Londres tout à l'heure. Donc, la France est arrivée quatrième du 4x100 le jour J. Mhm. Mais après, c'est Tyson Gay qui contrôlait Ouais, positif. ouais, c'est ça. Et donc, Ouais, les Américains sont disqualifiés. ouais. Quand tu as appris le contrôle positif de Gay, Mhm. t'as pensé quoi? T'étais en colère? Tu t'es plutôt dit, je le savais. Qu'est-ce que t'as pensé? Ben, en fait, on le savait déjà, parce qu'en 2012, on savait déjà que les Américains, il y avait quelqu'un chez eux qui était contrôlé. On savait déjà, mais on attendait que ça sorte. Ouais. Mais tu veux dire quelques mois après les Jeux? Ben, même pendant les Jeux, on était déjà au courant. On savait qu'il était déjà pris. C'était pratiquement les bruits du couloir qui tournaient. On n'avait pas encore de preuves. En arrivant quatrième, en fait, vous disiez que c'était qu'une question de temps, que vous alliez finir par récupérer le Eh bronze. ben oui, bien sûr. Avec tous les anciens sprinters ou bien les ceux de l'international avec qui que je côtoie, qu'on discute, on savait qu'il y avait déjà des histoires. Mais on attendait juste que Ok. ça allait sortir. La médaille physique, vous l'avez eu quand? Non, on n'a toujours pas reçu notre médaille physique. Hein. On a eu une médaille, on va dire, factice au meeting de Paris, parce que voilà, c'était juste symbolique pour dire que l'équipe de France récupère la troisième place. Mais on n'a pas eu la vraie médaille parce que tant que les Américains ne rendent pas leur médaille, ensuite, ben, il y a les Trinidadiens. Les Trinidadiens ont déjà rendu, mais c'est les Américains qui n'ont pas rendu. Alors, tant qu'eux, ils n'ont pas rendu, nous, on ne peut pas recevoir. Pour le moment, voilà. On est sur le papier, j'ai mon diplôme que j'ai la médaille de bronze, mais je n'ai pas reçu la vraie médaille. Et ça change quelque chose, savoir qu'on est médaillé olympique? Ben pour ma part, c'est un plus parce que comme je disais que pour moi c'est pas la course que j'ai vraiment aimé. Voilà, ça fait partie du palmarès, tant mieux. Mais si je devais comparer une course, pour moi ça aurait été c'était les championnats du monde à Helsinki, que j'étais champion du monde. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de certains apprentissages techniques que tu as eus sur le 100 et sur le 200? Peut-être de cap que tu as franchi à un moment? Tu parlais du départ tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres trucs, des Ben paliers que tu oui, as oui. franchis? Ben en fait, ce que j'ai aimé, c'est quand je parle de ma progression, c'est-à-dire que j'ai commencé avec un professeur de PS UNSS en Martinique. Ensuite, c'est devenu professionnel avec Guy Antanon, qui m'a appris la base de la musculation. Et puis, le perfectionnement, connaître la course, connaître un 100 mètres, savoir qu'est-ce que je dois faire pour courir, eh ben ça, c'est Pierre Jean Vazel qui m'a appris. L'avantage que j'ai, c'est que j'ai beaucoup discuté avec tous les sprinteurs qui étaient bons, comprendre la philosophie du 100 mètres. Par exemple, je savais même pas qu'à l'époque, le fait de respirer 3 fois sur le 100 mètres, eh ben, c'était 3 phases. Ce genre de choses, on nous apprend pas en France. C'est avec l'expérience. C'est l'expérience, la répétition du geste. Le vrai sprinter, c'est un perfectionniste. C'est quelqu'un qui va travailler beaucoup ses départs, qui va travailler ses appuis. Il sait où lui il est. C'est-à-dire que je pouvais courir en 100 mètres les yeux fermés. Et je sais où je Mm. suis dans l'espace. Tu peux expliquer un peu plus en détail la question des 3 respirations? Alors, sur la question des 3 respirations, c'est-à-dire que on va être à nos départs, c'est-à-dire que moi, je vais partir, je vais pousser jusqu'à 38 mètres au sol en regardant le sol. Au-delà de 38 mètres, quand je vais respirer, c'est ça qui va me permettre de me redresser. D'accord? Mhm. Et là, je vais me lancer le plus longtemps possible. Je vais sprinter. Du coup, on n'en peut plus, on en apnée. Et c'est là qu'on va respirer la deuxième fois. Là, on va passer sur la phase de décélération. Décélération, c'est quoi? C'est qu'on maintient sa vitesse pour pouvoir franchir la ligne d'arrivée. En gros, on Mhm. dit qu'on respire que 3 fois sur 100 mètres. Ok. Et le fait de savoir ça, ça t'a Eh ben oui, aidé? bien sûr. Et cette personne-là qui m'a expliqué ça, c'était alors il y avait Kim Collins qui m'a expliqué ça, et puis la meilleure c'était une Jamaïcaine, c'était une Angleuse. C'était la Sénat, j'oublie son nom de famille. Goldie Clark. Voilà, c'est ça, ouais, ouais. Parce que elle est coach de l'université, et puis du coup, elle m'avait beaucoup expliqué les phases du 100 mètres, et c'est là que j'ai compris.
Au départ d'un 100 mètres, en championnat, j'imagine qu'on vise normalement la place, pas le chrono. Mhm. Mais en meeting, tu avais des objectifs particuliers au départ de course? C'était la victoire ou le chrono? Après, j'imagine que quand on doit faire des minima, des choses comme ça, c'est différent. Ben, en fait, nous, on était plus, alors, à mon époque, hein, je sais pas maintenant si ça a changé, mais à mon époque, si je prends l'exemple de mes contrats de sponsoring, c'était au chrono. Du coup, on Ok. disait, si tu faisais tel chrono, tu aurais tant d'argent. Et du coup, Mm. nous, moi, j'étais robotisé. Moi, j'avais un chronomètre dans ma tête. C'est-à-dire que si je savais que, en sortie de bloc, sur mes 30 premiers mètres, si je courais en 3,20 ou en 3,30, je sais que je vais faire dans les moins de 10-13, voilà. Du coup, Mm. j'avais une culture de chrono, en fait. Après, en championnat, c'est vrai que c'est la place qui prime, mais pour moi, en meeting, c'était beaucoup plus excitant, en fait, de parler de chrono, parce que c'était sympa d'aller courir, de faire de courir de gagner un 100 mètres, de faire ce genre de choses, quoi. Après, en championnat, c'est vrai, c'est un tour. Mais après, il y avait quand même une gestion de temps aussi à faire. Tu penses quoi du tour préliminaire maintenant sur 100 mètres dans le grand championnat où au premier tour, il y a des gens qui n'ont pas fait les minima, les autres font pas le premier tour? C'est dommage parce que moi, je trouvais que c'était quand même bien de courir les premiers tours préliminaires avec les autres athlètes parce que j'ai tissé des liens avec des athlètes qui venaient de, voilà, du Papouasie ou autres. Ils étaient contents de courir contre moi, quelqu'un qui va très vite. Voilà, ils étaient contents de nous rencontrer. Et je trouve que de les priver, ce genre de choses, bah, c'est pas bien, quoi. C'est-à-dire, on fait une course pour les faibles et puis une course pour les forts. Non. Là, c'était sympa de voir, je me rappelle toujours de cette image, il y avait un jeune qui avait couru contre Maurice Green. C'était à Athènes en 2004. Mais voilà, le gars, il était content, quoi. Il a fait ça. Même s'il a couru en quelques secondes le 100 mètres, mais le fait qu'il a foulé la piste à côté de Maurice Green ou d'autres, voilà, ils étaient contents. Moi, je militerais beaucoup qu'on refasse ce genre de choses, quoi. Mettre tout le monde au même niveau, c'était sympa, quoi. Ouais. À quoi tu pensais pendant un 100 mètres, tes 100 mètres les plus rapides? Est-ce que maintenant tu as des souvenirs de moments pendant la course ou est-ce que c'est complètement le trou noir? Ben, en fait, quand on arrive à connaître son corps, on arrive à rentrer dans cette zone que je dis la zone noire, en fait. La zone noire, pour moi, c'est comme si que je vais faire un développé couché, c'est-à-dire je vais mettre mon record et je vais pousser le plus rapidement possible. C'est-à-dire que je rentre dans une zone noire que je comprends pas. D'accord? Mhm. Et c'est dès qu'on arrive à rentrer dans cette zone-là, on sait qu'on a fait une course très vite. Mais dès qu'on a fait une course et puis qu'on commence à réfléchir, on disait, tiens, j'aurais pu accélérer là, j'aurais pu être plus rapide là. Quand on pense dans ces zones-là, c'est que cette course, elle était nulle. On a perdu. Après, c'est vrai que l'instinct animal du sprinter, dès qu'il rentre au départ du 100 mètres, il a que son couloir, hein. Moi, j'avais un geste que je devais faire dans ma tête. Dès que j'entendais le coup de feu, je devais faire comme si je donnais un coup de poing, comme les boxeurs, un coup de poing dégradé. Que dès que j'entends le coup de feu, je donne ce coup de poing pour sortir des starts le plus rapidement possible. C'était ça mon jeu, quoi, en fait. Voilà, c'était ça. Du coup, je me concentrais que sur ça. C'est-à-dire, dans ma tête, j'avais mes marques dans mes starts, le nombre de mains, qu'est-ce que je dois faire, où je dois pousser, voilà. Moi, j'avais 3 trucs en tête, c'était de bien régler mon start, ensuite, au coup de feu, de donner le coup de poing dégradé et de pousser jusqu'au 38 mètres, de regarder le sol jusqu'au 38 mètres. Voilà, c'était ça. Donc on disait tout à l'heure, tu étais le 46e sous les 10, maintenant il y en a 169. Vous êtes 169 à l'avoir fait. Comment t'expliques ça? C'est les chaussures? Ah ben oui, tout change, hein, parce que je me rappelle 2004-2005, je prends juste un exemple, hein, 2004-2005, Muriel Lutis, elle avait une paire de pointes que Nike avait mis une semaine en carbone pour elle. Ben, ça a fait un polémique. 2004-2005. Maintenant, tout change. Il y a le changement. Maintenant, les pointes, elles sont beaucoup plus légères, elles sont beaucoup plus rigides. Si je sors ma pointe de 2005 que j'ai fait mon 10 secondes avec la pointe actuelle, ma pointe de 2005, elle doit être beaucoup plus lourde, elle n'est pas assez rigide. Là, maintenant, les athlètes ont un tel renvoi. Dans les combinaisons, maintenant, il y a des élastiques qui permettent d'avoir un meilleur maintien, qui permettent d'avoir une meilleure vélocité. Du coup, tout a changé. Et puis aussi, il faut dire que le mode d'entraînement aussi, ça a changé. Chaque année, chaque entraînement change. Par exemple, si je prends l'exemple du 100 mètres, voilà qu'on étudie, que DANPAF va donner un certain nombre de séances qu'ils vont étudier dessus. De 2005 à maintenant, c'est plus pareil, quoi. C'est plus la même chose. Maintenant, les athlètes, ils ont trouvé un autre moyen pour travailler le renvoi de la chaussure, parce que le carbone, c'est un très bon renvoi. Du coup, c'est plus le même entraînement que je faisais avant. Pour moi, la qualité du sprinter de 2005 à maintenant, ça a vraiment changé, parce que maintenant, le sprinter actuel, il va vraiment travailler sur le renvoi de la paire de chaussures, en fait. Il va vraiment travailler que sur ça. Avant, c'était beaucoup plus complexe. Il fallait travailler sur le temps de vol. Physiquement, il fallait être très bon. Il fallait être le mieux gainé pour trouver le meilleur rapport puissance. Comment activer le down, comme les Américains disent, le down. Mais ça, c'était ça avant. Maintenant, c'est comment utiliser le renvoi de la paire de chaussures, c'est tout. Et j'estime que maintenant, voilà, c'est beaucoup plus facile de faire moins de 10 secondes maintenant qu'avant, quoi. Ça, c'est sûr.
Toi, c'est Christophe Lemaître qui a battu ton record de France. Oui, ouais, 7 ans après, ouais, 7 ans Ouais. après, ouais, ouais. Mais je me disais en préparant l'interview que tu as l'avantage par rapport à... Parce que Christophe a perdu le record de France à son tour, Oui, Jimmy Nico, mais toi, tu as l'avantage, c'est que pour toujours, tu seras le premier Français. Ça, on peut pas oui, te l'enlever. ça on peut pas me l'enlever. Ouais. Moralement, c'est peut-être quand même moins difficile pour toi que pour les suivants. Ouais, c'est vrai, mais en fait, c'est pour ça que que j'étais très content de marquer l'athlétisme français parce que il y a pas longtemps encore, ma fille était en train de jouer Trivial Pursuit, il y avait une question sur moi, quoi, Ça, c'est qui était le classe. premier français à savoir des 10 secondes. Voilà, j'étais content de voir ce genre de choses. Voilà, après, il y a des jeux télévisés, il y a pas mal de choses aussi qui parlent de ça. C'est que j'ai marqué l'athlétisme français, ça fait plaisir. Mais si je compare mes moins 10 secondes au moins de 10 secondes de Michael Zizé, on voit que voilà, il a fait ses moins de 10 secondes en altitude, il a pas des sponsors qui l'ont suivi. Et Mm. moi, c'était moins de 10 secondes, mais voilà, quand j'étais le premier, du coup, c'est là qu'on voit que il fallait être le Ouais, premier, quoi. ouais, Ouais. ouais. L'avantage d'être né avant, oui. C'est Euh, ça, ouais, ouais. ouais. Tu as arrêté l'athlète en 2015 C'est ça, et tu as ouais. fait quoi après? Tu avais déjà anticipé ta reconversion? Oui, en fait, depuis 2007, quand j'étais blessé avant les championnats du monde à Osaka, j'ai fait attention. J'ai toujours voulu travailler, j'ai toujours voulu avoir quelque chose à côté au cas où, en cas de blessure. Et puis, j'étais à la douane. Je suis rentré à la douane en 2006 jusqu'à 2012. Et puis, j'ai entamé ma reconversion. J'ai voulu apprendre un nouveau métier parce que je me suis dit que c'est bon, il y a JB Vico, il y a Christophe, voilà, tu commences à être sur le déclin, t'es vieux. Eh ben, voilà, il faut que tu entames une reconversion. Du coup, j'ai passé un entretien chez Alten. Alten, c'est le leader mondial dans l'ingénierie et du conseil. Ils m'ont appris le métier d'ingénieur d'affaires, comment recruter des ingénieurs informatiques, comment les manager, comment les positionner chez mes clients. Je suis arrivé chez Alten en tant qu'ingénieur d'affaires, puis responsable d'agence. Quand j'ai arrêté en 2015, c'est que j'ai eu cette promotion de responsable d'agence. J'avais une grosse équipe d'ingénieurs que je manageais et du coup j'ai dit bon c'est bon, maintenant je peux vraiment m'éclater à apprendre un nouveau métier, à avoir un nouveau challenge parce que ce métier-là, je connaissais rien du tout, quoi. Je savais pas qu'est-ce que c'était un langage de Java J2E, je savais pas qu'est-ce que c'était dans les métiers dans le réseau télécom et du coup, j'ai tout appris, quoi. Et c'est là que j'ai compris que un athlète professionnel, un athlète de haut niveau peut apprendre beaucoup en se challengeant. Et c'est là que j'ai pris goût à ce métier. Et du coup, j'ai fait ça pendant 10 ans chez Alten. Et puis là, maintenant, je suis branch manager chez Kelly Service, une boîte américaine, dans la finance. Du coup, je manage aussi des chasseurs de tête. Voilà, je suis resté toujours dans l'univers du recrutement et d'accompagnement sur l'activité commerciale. Je suppose que le fait de savoir que tu avais déjà quelque chose, ça permet d'arrêter de façon plus Oui. sereine et de pas se dire il faut absolument continuer parce que j'ai que ça dans la Non, vie. mais c'est vrai parce que faut dire que déjà, l'athlétisme c'est un sport amateur. J'ai eu de la chance à avoir un peu d'argent parce que grâce à ma notoriété, grâce à mon moins 10 secondes, record d'Europe, plusieurs titres de champion de France ou autres, ça m'a permis d'avoir un peu de gain. Mais il y a beaucoup d'athlètes qui ont un niveau national et qui n'ont rien, quoi. Voilà, qui arrêtent tout et qui se consacrent à 100% sur la clé, puis au final, qui n'arrivent pas à franchir ce cap-là et ils peuvent devenir malheureux. Et du coup, moi, je suis vraiment posé cette question. En plus, je n'ai pas été aidé par la Fédération française d'athlétisme quand j'ai entamé ma reconversion. Oui, on va t'aider. Quand j'appelais, aidez-moi. Oui, on va t'aider, on va t'aider. Ben, finalement, j'ai fait ma reconversion tout seul. Puis voilà, c'est comme ça s'est fait. Voilà, j'ai passé mes entretiens tout seul, voilà quoi. Voilà, heureusement que mon club était là pour m'accompagner, le S Montgeron, sur des choses, mais sinon, c'est pour ça que je suis un peu mécontent contre la Fédération française d'athlétisme, parce que je dis que l'athlète est toujours là quand il est bon, ben voilà, quand il rapporte des résultats, quand il est très performant, ben la fédération elle est contente, mais quand demain un athlète décide de entamer sa reconversion, il n'y a plus personne, quoi. Et c'est pour ça que moi, je milite beaucoup parce que, étant dans le domaine RH, j'ai beaucoup d'athlètes qui m'écrivent, qui m'envoient leur CV, je les accompagne sur des stages. J'ai toujours voulu aider les athlètes, même si j'ai quitté, mais j'ai souvent des athlètes qui me demandent de les accompagner sur des CV, comment rédiger un CV, qu'est-ce qu'il faut faire. Et j'aide aussi en hôte des athlètes aussi sur le perfectionnement de leurs gestes, par exemple. Souvent, j'en ai qui m'appellent, qui me Mm. posent des questions, ce genre de choses. Un athlète de haut niveau, qu'est-ce qu'il peut apporter en entreprise, même quand c'est dans un domaine complètement différent qui n'a rien à voir avec le Eh sport? ben, en fait, c'est le côté challenger. Dans les entreprises, il y a deux choses. C'est quand tu montes à l'entreprise, que toi, tu as été un athlète de haut niveau, tu étais champion du monde, tu as eu des médailles et que tu veux mettre en place cette même pratique
que tu mettais quand tu étais à l'entraînement. Du coup, moi, c'est ça que j'ai mis, c'est ça que j'ai mis en place. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler, on m'a demandé un certain nombre de recrutements, un certain nombre d'ouvertures de comptes. Et bien, c'était mon challenge, quoi. Mon challenge, c'était d'aller gagner du business, de faire du recrutement d'ingénieurs. Et puis, on le prend comme un jeu. On se challenge et puis on apporte cette rigueur qu'on a connue en athlétisme et on le transforme en entreprise. Et l'avantage d'avoir un athlète de haut niveau en entreprise, c'est que l'athlète, il va se remettre tout le temps, il va se challenger tout le temps. Il va comprendre tout de suite, il va percuter tout de suite qu'il faut qu'il se reconcentre, il se recentre à chaque fois. Et puis les entraînements d'athlétisme nous permettent aussi d'être persévérants en entreprise aussi. Et ça, ça aide beaucoup. Ok. La question que je pose à tout le monde, c'est que le podcast s'appelle Athlètes mondiaux parce que ce que j'aime dans l'athlète, c'est le côté universel. Oui. Qu'est-ce que toi, t'aimes le plus dans l'athlète? Ben, en fait, moi, ce que j'aime dans la clé, comme je t'ai dit, hein, au tout début, quand j'ai décidé de faire des meetings, de faire de l'athlétisme, c'était pour voyager. C'était pour connaître les différents pays. Parce que moi, j'ai grandi en Martinique. Je viens pas d'une famille riche en Martinique. Et moi, l'athlétisme, ça m'a permis de m'évader. Je me rappelle, en 2000, j'étais la première fois à Santiago du Chili. Voilà, de faire Martinique-Paris, Paris-Argentine, Argentine-Santiago. Voilà, quoi. Ah, t'es passé par Ouais, Paris ben pour aller oui. de la Ouais, Martinique au ouais, Chili? c'est ça, Ah, ouais, oui. ouais. Voilà, du coup, c'est le fait de voyager, le fait d'aller rencontrer d'autres pays, d'aller courir en Chine, voilà, pour moi, en fait, l'athlétisme m'a permis de m'enrichir sur les voyages, de connaître d'autres personnes, d'autres cultures. En plus, j'adore la nourriture, j'adore la bouffe. Alors, quand je partais, par exemple, en Chine, ben, j'étais émerveillé de voir comment les gens cuisinaient, c'était quoi leur goût, de goûter des trucs insolites, ce genre de choses. Et t'as des souvenirs de lieux particuliers ou parce que quand on est athlète, on visite sans visiter en fait. Oui, On, ouais, on est dans ouais. les hôtels. En fait, moi, je parlais de meetings que j'affectionne parce qu'en fait, quand j'y allais là-bas, je savais que d'une part, la piste était rapide, deux, la bouffe, elle était bonne, et trois, le cadre était sympa. Par exemple, je prends l'exemple de Rieti. À chaque fois que j'allais courir à Rieti, parce que pour moi, Rieti, la piste était super rapide. L'hôtel, elle était magique parce que ça gardait l'esprit italien à l'ancienne. On mangeait super bien. Et puis le décor, il est beau, quoi. Rieti, c'est magnifique, c'est dans les hauteurs. Voilà, moi, je parlerai de Rieti. Je parlerai aussi de Doha. Doha, l'ouverture du meeting, du coup, à chaque début de saison, ben, ils organisaient des trucs dans le désert avec des quads, ce genre de choses, c'était sympa. Voilà, et puis après, c'était en fin de saison. Donc, on faisait la tournée de fin de saison, avec les Jamaïcains, les Trinidadiens, ben, on allait au bar avec les Américains, on profite un peu. À la fin d'un championnat, on faisait la tournée de tous les meetings de fin de saison. On faisait Thessaloniki, après on tournait à Stuttgart, on faisait un circuit qui était très sympa. Du coup, c'était plus une fête. Et moi, j'aimais bien cette partie-là aussi, cette deuxième partie de saison. Mais t'étais pote avec les autres sprinters Ouais, ou parce que beaucoup. toi t'es de la génération T'es quand même de la génération des Maurice Green, tout ça, qui était plutôt dans l'intimidation. T'es plus jeune que Maurice Green, C'est mais vrai que quand j'ai commencé la clé, je suis arrivé. L'avantage que j'avais, c'était quand j'étais en Martinique, il y avait le meeting de Martinique. Alors du coup, il y avait beaucoup les Américains qui venaient courir au meeting du Conseil général de la Martinique. Du coup, j'ai pu côtoyer rapidement. J'ai pu courir avec Michael Johnson quand j'étais en Martinique, avec Maurice Green, Francis Obricolu. La toute première fois que j'ai couru avec lui, c'était en Guyane. Voilà, c'est là que j'ai pu et puis me faire connaître aussi parce que et puis c'était ma génération. Souvent, je courais dans les Carifta Games. Je faisais les championnats des Caraïbes. Du coup, je rencontrais souvent Asafa Porel, je rencontrais Mark Burns, le Trinidadien, Daryl Brown. Alors, du coup, on a appris à se connaître comme ça. Et puis, au fur et à mesure, quand on arrivait dans des championnats ou dans des meetings, on se côtoyait, quoi. Et puis, moi, je suis quelqu'un, je vais souvent vers les gens. J'étais le seul Français qui allait discuter avec eux parce que nous, les Français, on avait une réputation qu'on restait enfermés sur nous-mêmes. Et puis moi, j'étais le sweater qui allait discuter avec eux. Je mangeais avec tout le monde, quoi. J'allais discuter, je mangeais à table avec eux et voilà, c'était sympa. Et puis j'étais ouvert. Et puis après, une fois que tu fais moins de 10 secondes aussi, tu rentres dans un petit club des moins de 10 secondes. Alors du coup, je vais pas dire qu'il y a un respect, mais voilà, voilà, ça facilite les choses. tu l'as vu dans le regard des autres, ça a changé quelque chose? Eh ben oui, parce que je me rappellerai toujours à Lausanne, je bats le champion olympique, hein, c'était Gatlin qui était la star à l'époque, hein. Je bats Gatlin, je bats de grands noms qui étaient dans cette course. Et les gens, ils disaient, mais comment ça se fait qu'un Français a fait moins de 10 secondes? Parce que c'était rare. Parce que les moins de 10 secondes, c'était les Américains, c'était les Africains et c'était les Anglais qui couraient vite. C'est pas possible qu'un Français peut faire moins de 10 secondes, parce que ils attendaient ça. Et pourquoi ça aurait pas été possible qu'un Français fasse moins de 10 secondes? Parce qu'en fait, on n'a pas la même méthode d'entraînement que les Américains. La France, à l'époque, n'échangeait pas sur les méthodes d'entraînement. Ça n'existait pas.
Voilà, c'est quand Pierre-Jean Vazel est arrivé dans l'athlétisme français qu'il a commencé à faire des colloques, à faire des choses avec les Américains, à montrer le savoir-faire un peu de l'athlétisme français. Mais nous, en France, on n'avait pas ça, quoi. On n'avait pas cette culture. Il n'y avait pas cette culture d'échange. Voilà. Et puis, il y a aussi, il faut dire que nous, Français, on avait une sale image aussi. On était un peu hautain, on était dans notre coin, on n'allait pas vers les autres, les sprinters, quoi. C'était pas ça. Et souvent, les athlètes étrangers me le disaient. Ils me disaient, ouais, c'est vrai, les Français, ils sont enfermés, ils ne discutent pas. Et quand tu vois les autres sprinters, les Anglais, les Jamaïcains, tout le monde, ils se parle. Et moi, je suis un mec de la Caraïbe, je viens de la Martinique, je les ai côtoyés, ils me connaissent, et puis voilà. Et puis pour moi, je trouve que c'était vraiment sympa sur des meetings de fin de saison. Je sais pas, qu'on faisait la tournée d'Italie, qu'on allait courir à Badou, à Rieti ou autre. Mais le soir, voilà quoi, on buvait de la bière ensemble, on s'amusait ensemble, voilà. Ça fait des beaux souvenirs. Ça fait des très beaux souvenirs. J'ai plus de questions, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ben, j'étais juste déjà pour te remercier déjà pour le site d'Athlètes Mondiaux parce que tu nous as vraiment mis en valeur, nous les sprinteurs, les sportifs en règle générale. Parce que si je remonte depuis au début de ton fameux blog Athlètes Mondiaux. 2005, je crois. Voilà, c'est ça, ouais. La fameuse année 2005, tu vois. Il s'en est passé des choses en 2005. Voilà, c'est ça, ouais. Ouais, c'était sur Skyblog, tu as fait pas mal de choses pour nous, quoi. Pour moi, tu es une pionnière dans l'athlétisme français, dans l'athlétisme mondial, parce que tu as fait plein de choses, quoi. Tu nous as fait un site internet, tu étais partout où on allait, en championnat ou autre. Voilà, tu étais notre traductrice, quoi. Tu nous as aidé beaucoup. J'étais un peu partout, oui. Voilà, tu nous as aidés et je pense que pour moi, si tu mérites une médaille, sur ça parce que tu nous as fait beaucoup de visibilité, quoi, par ton talent, quoi. Merci. Merci pour ton temps. Ouais, merci pour tout, hein, ça fait un bel échange, c'était sympa. Merci Ronald d'avoir répondu à mes questions et merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous aimez le podcast et si vous l'écoutez sur Apple Podcast, laissez 5 étoiles et un commentaire. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également soutenir le podcast via le lien disponible dans les notes. Vous contribuerez ainsi aux prochains épisodes. Merci et à la semaine prochaine.